contre le blanchiment d'argent. Rien que le nom, on pense tout de suite aux films de gangsters, non? Ou aux thrillers financiers. Oui, un peu. Pourtant, aujourd'hui, ce n'est plus du tout un sujet réservé aux grandes banques. J'ai l'impression que tout le monde est concerné. Les entrepreneurs, les experts comptables, les PME. C'est devenu très large, en effet. Et on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça nous concerne tous maintenant? Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a deux sources intéressantes aujourd'hui. D'un côté, une chronique vidéo qui donne un peu la vue d'ensemble, le pourquoi stratégique. Et de l'autre, un module de formation beaucoup plus dense qui, lui, explique le comment, toutes les règles du jeu. Notre objectif, c'est un peu de démystifier tout ça, de passer de l'image d'une contrainte administrative à peut-être un outil de gestion. C'est ça. Comprendre la logique derrière la règle. Exactement. Alors, la première chose qui saute aux yeux dans la chronique, c'est que la perspective a complètement changé. On n'est plus simplement dans une logique de cocher des cases. Non, ça c'est fini. L'AML, c'est devenu une sorte de passeport en fait pour pouvoir travailler, pour rester dans le système économique légal. Si on veut faire des affaires, il faut jouer avec ces règles. C'est une condition de base. Et c'est là le changement fondamental. L'erreur, c'est de voir ça comme une pile de règles à appliquer bêtement. En fait, c'est avant tout une méthode d'analyse. Une méthode d'analyse. Oui, une grille de lecture. Ça nous force à nous poser les bonnes questions. Est-ce que l'activité de mon client est cohérente? Est-ce que les flux d'argent sont logiques? Et surtout, qui est vraiment derrière cette société? C'est moins quoi faire que comment réfléchir. C'est intéressant de le voir comme ça, comme une compétence finalement. Et au cœur de cette compétence, les documents parlent tout le temps de l'approche par les risques. Ça sonne un peu technique, mais au fond, c'est juste du bon sens, non? C'est exactement ça, c'est du bon sens mais structuré. L'idée est simple, tous les clients ne présentent pas le même danger. Bien sûr. Essayer de tout surveiller de la même façon serait impossible et surtout inefficace. L'approche par les risques, ou risk-based approach, dit juste concentrons notre attention et nos ressources là où le danger est le plus grand. C'est du triage intelligent, voilà. D'accord, donc chaque entreprise doit faire sa propre carte des risques. Le module de formation parle d'une évaluation globale qui repose sur 4 grands axes. C'est ça. Le premier, c'est la clientèle, savoir à qui on a affaire. Le deuxième, les produits et services qu'on propose. Ça me paraît assez clair. Oui, ce sont les deux piliers. Qui sont mes clients et qu'est-ce que je leur vends? Mais les deux autres sont tout aussi importants pour avoir une vision complète. Alors, Le troisième, ce sont les pays ou les zones géographiques. Faire affaire avec un partenaire en Allemagne, ce n'est pas le même niveau de vigilance qu'une transaction avec un pays, disons, moins transparent. d'accord. Et le quatrième axe, c'est les canaux de distribution. Là, c'est un peu moins évident pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire comment est-ce que j'interagis avec mon client. Une relation qui se fait entièrement en ligne sans jamais avoir rencontré la personne. Ah oui, le risque est plus élevé. Exactement. Risque d'usurpation d'identité et d'opacité, c'est plus élevé qu'un client qui vient dans vos bureaux. Ou un secteur qui utilise beaucoup d'espèces, comme la restauration. Ces 4 axes ensemble permettent de dessiner cette carte de chaleur des risques. Donc, si je comprends bien, faire cet exercice, ce n'est pas juste pour éviter une amende. Ça peut aussi aider une entreprise à mieux comprendre son propre marché et même à repérer des clients à problème avant qu'ils ne fassent des dégâts. Vous mettez le doigt dessus, c'est précisément ça le changement de mentalité. Une entreprise qui fait cette analyse sérieusement ne fait pas que se conformer à la loi. Elle se protège, elle affine sa connaissance de ses clients, elle détecte des incohérences. C'est un vrai outil de diagnostic. La première étape, c'est l'identification du client, j'imagine. C'est le point de départ absolu. L'obligation de vigilance commence là. Mais attention, ça va beaucoup plus loin qu'une simple copie de carte d'identité. La loi nous oblige à trouver ce qu'on appelle le bénéficiaire effectif. Le bénéficiaire effectif, UBO en anglais, UBO, oui, pour Ultimate Beneficial Owner. c'est la personne qui tire vraiment les ficelles à la fin, c'est ça? C'est tout à fait ça. Il ne faut pas s'arrêter à la société qui signe le contrat. Il faut remonter toute la chaîne de propriété jusqu'à trouver la ou les personnes physiques en chair et en os qui contrôlent réellement. L'idée, c'est de démasquer les sociétés écrans. Et comment on le trouve? Où une société, la loi donne un indice, on cherche la personne qui a plus de 25% du capital ou des droits de vote. Mais ce n'est qu'un indice, le contrôle peut être plus subtil. Et si on ne trouve vraiment personne, alors on se tourne vers les dirigeants principaux. Il existe un registre des UBO pour aider, non? Ça doit simplifier les choses. Ça aide,
mais c'est aussi un piège. Les sources sont très claires là-dessus. Le registre est un outil, pas une solution miracle. Il est basé sur les déclarations des entreprises elles-mêmes. Il peut donc avoir des erreurs, des infos plus à jour. Attendez, ça me paraît un peu contre-intuitif. Si le registre officiel n'est pas fiable à 100%, qu'est-ce qu'une PME est censée faire? On dirait une mission impossible. C'est une excellente question et c'est au cœur du problème. La loi demande de ne pas se fier aveuglément au registre. C'est un point de départ. D'accord. Mesure de vigilance raisonnable. Il ne s'agit pas de trouver la vérité absolue, mais de montrer qu'on a fait un effort sérieux et documenté. Une fois le client identifié, le travail n'est pas terminé. Le module de formation parle de vigilance continue. Ça veut dire qu'il faut continuer à espionner son client pendant toute la relation? Espionner est un peu fort, mais l'idée est là. Disons qu'il faut garder un œil sur les transactions pour s'assurer qu'elles restent cohérentes avec ce qu'on sait du client. Le but, c'est de repérer une opération atypique. Et qu'est-ce qui rend une opération atypique? Ce n'est pas forcément illégal, c'est juste une opération qui sort du cadre, qui ne colle pas avec le profil. Prenez un exemple simple. Un expert comptable a pour client une petite boutique de fleurs. Ok. Depuis des années, elle dépose quelques centaines d'euros en cash chaque jour. Normal. Et puis, soudain, elle commence à recevoir des virements de 50 000 euros tous les mois d'une société offshore sans raison commerciale évidente. Ah oui, là ça détonne. Voilà. Le virement n'est pas illégal en soi, mais il est complètement atypique pour une fleuriste. C'est ce genre de drapeau rouge qu'il faut savoir voir. Et si on voit ce drapeau rouge, qu'on a un doute, on fait quoi? À ce moment-là, une autre obligation entre en jeu, le devoir de déclaration de soupçon. En Belgique, par exemple, on s'adresse à la CTIF. Et là, il y a une règle d'or, un point crucial que beaucoup de gens ignorent. Laquelle? L'interdiction absolue d'en parler aux clients. C'est ce qu'on appelle le tipping off. On ne peut rien dire? Rien. Si vous prévenez votre client qu'il fait l'objet d'une déclaration, vous commettez une infraction pénale. C'est logique, pour ne pas qu'il dissimule des preuves. C'est silence radio. Et idéalement, la déclaration doit être faite avant l'opération, pour que les autorités puissent la bloquer. Tout ce système, toutes ces règles, ça ne vient pas de nulle part. On sent bien une coordination qui dépasse les frontières nationales. Absolument. Tout ce cadre est piloté au niveau mondial par le GAFI, le groupe d'action financière. C'est lui qui fixe les standards, les fameuses 40 recommandations. C'est la partition en quelque sorte. Exactement. Et ensuite, l'Union européenne traduit cette partition en directives, comme les 5e et 6e directives anti-blanchiment, pour que tous les États membres jouent la même musique. Et on dirait que le rythme s'accélère. Les documents parlent d'un nouveau paquet anti-blanchiment européen. On passe à la vitesse supérieure. C'est tout à fait ça. Ce paquet, c'est un vrai changement de braquet. L'élément le plus spectaculaire, c'est la création d'une nouvelle autorité européenne, l'AMLA. L'AMLA, Anti-Money Laundering Authority. Oui, elle doit être opérationnelle en 2024. Une autorité européenne. Est-ce qu'on peut dire que l'AMLA va devenir une sorte de super gendarme financier pour l'Europe? C'est une excellente analogie. Jusqu'ici, on avait 27 gendarmes nationaux, avec de petites différences d'interprétation. L'AMLA va devenir le super gendarme qui va, d'une part, s'assurer que tout le monde siffle les fautes de la même manière. D'accord, harmonisé. Et d'autre part, qui va surveiller directement les acteurs les plus risqués du marché, comme les grandes banques transfrontalières. C'est une centralisation de la surveillance sans précédent. Et cette volonté de serrer la vis ne s'arrête pas au secteur bancaire. J'ai l'impression que le Far West des cryptoactifs est aussi en train d'être rattrapé par la loi. C'est l'autre grande frontière de la réglementation, oui. L'anonymat relatif des crypto-monnaies est dans le viseur. La mesure la plus emblématique de ça, c'est ce qu'on appelle la Travel Rule. La Travel Rule, la règle du voyage. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est simple. Jusqu'à présent, un transfert de crypto, ça pouvait être comme une enveloppe anonyme pleine de billets. La Travel Rule met fin à ça. Comment? Elle impose que chaque transfert soit accompagné d'une sorte d'étiquette, comme pour un virement bancaire, avec le nom de l'expéditeur et celui du destinataire. Les informations doivent voyager avec la transaction. On met fin à l'anonymat numérique. C'est un changement énorme pour cet écosystème. C'est un changement culturel majeur, oui. Et dans la même logique de traçabilité, on parle aussi de limiter les paiements en espèces. Oui, le paquet européen propose un plafond de 10 000 euros pour les paiements en cash dans toute l'Union. L'idée est d'harmoniser les règles et de réduire l'usage de grosses sommes d'argent liquide anonyme. C'est une autre porte que le régulateur essaie de fermer. Si on prend un peu de recul, l'idée qui ressort, c'est que l'AML a vraiment changé de nature. On est passé d'une corvée administrative à une compétence clé pour la gestion d'une entreprise. Tout à fait. Maîtriser ça, ce n'est plus de la paperasse, c'est être capable de lire les signaux faibles de l'économie, de protéger sa réputation et son activité, au final.
La chronique vidéo le résume très bien. Le jugement professionnel, la capacité à analyser une situation et à documenter sa réflexion sont devenus bien plus importants que la simple application mécanique d'une règle. C'est là que se situe la vraie valeur ajoutée. Exactement, c'est de comprendre le contexte pour distinguer ce qui est juste, inhabituel mais légitime de ce qui est réellement suspect. En somme, on demande à de plus en plus de professionnels d'avoir ce sixième sens, cette vigilance sur les flux financiers qu'ils côtoient. Et ça nous amène à une question de fond pour l'avenir. Cette quête du bénéficiaire effectif, cette traçabilité croissante des flux, tout ça nous pousse vers une transparence financière de plus en plus grande. Elle devient une condition pour participer à l'économie. Mhm. La question qui se pose est donc la suivante. Comment trouver le juste équilibre entre cette nécessité de lutter contre le crime financier et la protection de la vie privée financière qui reste un droit fondamental ? C'est sans doute l'un des plus grands défis qui nous attendent.